Les rues de Belltown à Seattle scintillaient sous la bruine constante qui tombait comme un murmure doux sur les trottoirs. C'était la fin de l'après-midi, l'air était frais et lourd, imprégné de l'odeur de l'asphalte humide et du café fraîchement moulu provenant des cafés. Maya, 6 ans, resserra son imperméable jaune autour d'elle, tout en marchant à côté de sa grand-mère Clara le long de la rue. Dans sa main, elle tenait un sac en papier brun contenant son déjeuner, un sandwich au thon, une poire et un biscuit à l'avoine, soigneusement enveloppés dans du papier ciré. Clara, enveloppée d'une écharpe d'un violet éclatant, tenait fermement l'autre main de Maya, ses pas déterminés mais sans hâte. « Dépêche-toi, ma petite, » dit Clara. « La pluie n'attendra pas qu'on soit à la maison. » Maya hocha la tête, ses tresses rebondissant sous sa capuche, mais ses yeux se tournaient vers les vitrines qu'elles passaient attirées par les lumières et la vie qu'elles abritaient. Devant la petite boulangerie Harbor Glow, Maya s'arrêta. Derrière la vitre, des croissants frais, des muffins aux myrtilles et des tartelettes au citron brillaient encore chauds, fumant dans leurs paniers, mais ce n'était pas la pâtisserie qui attira son attention. C'était le garçon. Il se tenait immobile devant la vitrine, ses petites mains pressées à plat contre le verre, comme s'il voulait capturer la chaleur de la boulangerie. Il avait à peine 4 ans, un visage pâle et des cheveux sombres en désordre humide contre son front. Sa veste était trop grande, les manches tombant sur ses doigts, et ses chaussures étaient boueuses, comme s'il avait marché dans des flaques pendant des heures. Ses yeux grands et gris comme le ciel avant une tempête étaient chantés fixés sur les muffins. Il déglutit péniblement ses lèvres, tremblant légèrement. Maya s'approcha ses baskets grinçant sur le trottoir mouillé. « Maya, viens donc », appela doucement Clara, mais Maya ne bougea pas. Elle observa le garçon, la façon dont ses épaules s'affaissaient légèrement comme s'il voulait disparaître. « Il a faim », murmura Maya plus pour elle-même que pour sa grand-mère. Clara suivit son regard et fronça les sourcils. « Peut-être, ma chérie, mais on ne peut pas sauver tout le monde qu'on croise. » Mais Maya n'écoutait pas. Elle avait déjà vu cette expression. Pas dans un miroir, mais dans les yeux de sa voisine Madame Ellis, quand elle parlait de son fils perdu. C'était le regard de quelqu'un qui avait besoin de plus que de la nourriture. « Je m'appelle Maya », dit-elle doucement, faisant un pas de plus. « J'ai 6 ans. Tu n'es pas obligé de parler si tu ne veux pas. » Le garçon ne bougea pas, mais ses yeux vacillèrent brièvement une petite étincelle derrière la fatigue. Il la regarda, puis les muffins, puis elle à nouveau. Maya s'assit sur le trottoir à côté de lui, ignorant la pluie qui trempait sa capuche. Elle ouvrit son sac en papier et en sortit le sandwich. Avec de petits doigts prudents, elle le divisa en 2 moitiés, posa l'une sur la serviette propre de sa poche et la glissa vers lui. « Tu peux prendre ça, » dit-elle. « C'est encore chaud. » Le garçon hésita, ses doigts tressaillants. Il la regarda, puis la moitié du sandwich, puis elle encore. Lentement, presque à contre-cœur, il tendit la main. Ses doigts tremblaient légèrement en le prenant, mais il mordit dedans d'une fois, puis une autre. Un minuscule sourire à peine visible passa sur son visage. Maya lui rendit son sourire. « Tu ne parles pas beaucoup, hein, dit-elle. « Ça va. Ma grand-mère dit que les gens silencieux entendent plus. » Elle commença à fredonner une petite mélodie, celle que Clara lui avait apprise quand elle était plus petite. Le garçon tourna la tête vers elle, et puis, comme un miracle, il gloussa doucement. À peine un son, mais authentique. Il se rapprocha un peu jusqu'à ce que leurs épaules se touchent un peu presque. « Je vais t'appeler Gris, » dit Maya, « parce que tes yeux ressemblent au ciel juste avant qu'il pleuve fort. »
Le garçon ne dit rien, mais son sourire s'élargit légèrement. Clara, debout à quelques pas, observait la scène avec une expression oscillant entre fierté et inquiétude. Elle voulut dire quelque chose, mais remarqua une femme de l'autre côté de la rue qui les observait. La femme, dans un manteau vert foncé, sortit son téléphone et tapa rapidement. Ses yeux étaient fixés sur le garçon, ses lèvres bougeaient vite pendant qu'elle parlait. « Oui, dit-elle dans le téléphone, je crois que j'ai trouvé le garçon Voss porté disparu. Il est assis avec une petite fille lit devant la boulangerie. Il a l'air d'aller bien, mais venez vite. » Il ne fallut pas longtemps. En quelques minutes, une voiture de police s'arrêta doucement dans la rue. 2 officiers en sortirent de leurs mouvements prudents, mais décidés. Le garçon se figea en les voyant et se rapprocha de Maya comme s'il voulait se cacher derrière elle. Maya se leva, se plaçant devant lui de manière protectrice. « Il n'a rien fait, » dit-elle rapidement. Il avait juste faim. L'officier le plus âgé, un homme aux cheveux gris et aux yeux doux, s'agenouilla. « On le sait, ma petite, » dit-il. « On veut juste s'assurer que vous êtes tous les deux en sécurité. » Il parla doucement au garçon, mais celui-ci ne bougea pas jusqu'à ce que Maya prenne sa main et murmure « Ça va. Je viens avec toi. » Au commissariat, les néons bourdonnaient au-dessus d'eux, alors que Maya et le garçon étaient assis sur un banc. Il tenait sa main si fort que ses doigts picotaient, mais elle ne lâcha pas. Les officiers leur donnèrent du chocolat chaud et des couvertures, mais le garçon resta silencieux, sauf pour un léger gémissement quand Maya se leva brièvement pour s'étirer. Clara était assise à proximité, les mains jointes, les yeux vigilants. « Quelle journée !» murmura-t-elle, mais sa voix était chaude lorsqu'elle regardait Maya. Pendant ce temps, un orage se préparait ailleurs. Dans un bureau vitré haut dans la skyline de Seattle, Daniel Voss, un milliardaire de la technologie, laissa tomber son téléphone alors qu'un message clignotait sur l'écran « Fils Voss porté disparu, retrouvé en sécurité avec une fillette inconnue ». Une photo floue prise par un passant montrait son fils Noah assis à côté d'une fillette aux cheveux noirs sur le trottoir, un sandwich à la main, un faible sourire aux lèvres. Daniel resta figé. Depuis la mort de sa femme, il y a 11 mois, Noah n'avait ni parlé, ni souri, ni laissé personne l'approcher. Ni thérapeute, ni professeur, ni même lui. Et maintenant ça. « Préparez la voiture », ordonna-t-il à son assistant. « Tout de suite. » Moins de 30 minutes plus tard, Daniel franchit les portes du commissariat. La pièce se tut. Il était grand, large d'épaules, vêtu d'un manteau sombre, mais son visage était fatigué, presque creux. « Où est-il » demanda-t-il, sa voix tremblante d'émotion contenue. Un officier pointa doucement vers le banc. Daniel se retourna et le vit Noah dans une veste trop grande, les joues rouges, mais vivant. Les larmes lui montèrent aux yeux. Mais il remarqua quelque chose qui le fit s'arrêter. Noah n'était pas seul. Il tenait la main d'une fillette, avec 2 épaisses tresses et des baskets usées. Ses yeux croisèrent ceux de Daniel sans peur, mais curieux calme. Et puis, Noah se tourna vers lui, vit son père et pleura. Pas les larmes silencieuses auxquelles Daniel était habitué, mais de vrais sanglots bruyants. « Papa » murmura Noah. Un seul mot, mais c'était tout. Daniel tomba à genoux, abasourdi. Son fils n'avait pas parlé depuis les funérailles. Et maintenant, dans un coin tranquille du commissariat, sa petite main, toujours dans celle de Maya, il avait brisé le silence. Il enlaça Noah, incapable de parler. Après un long moment, il leva les yeux vers Maya. « Tu es resté avec lui ?» demanda-t-il, sa voix se brisant. Elle hocha la tête. Il avait faim et un peu peur. Je ne voulais pas qu'il soit seul.
Les yeux de Daniel brillèrent. « Pourquoi? » demanda-t-il. Maya regarda leurs mains entrelacées. « Parce que je sais ce que c'est de se sentir seul. » Le silence persista dans le commissariat même après le départ de Daniel et Noah. Les officiers, les travailleurs sociaux et les employés curieux observaient depuis les coins, assistant à quelque chose de fragile et d'incroyable qui se déroulait. Noah, le garçon silencieux, n'avait pas seulement parlé, mais s'accrochait à la main de la fillette qui lui avait offert son sandwich et son temps sans rien attendre en retour. Maya était toujours assise sur le banc, ses petites jambes se balançant ses baskets, tapant contre le sol. Son chocolat chaud avait refroidi. Elle n'était pas sûre si c'était la fin ou le début d'une histoire. Clara arriva peu après essouffler son écharpe, à moitié nouer sa veste mal boutonnée. « Maya, ma chérie !» s'écria-t-elle, serrant la fillette dans ses bras. « Tu vas bien? »« Je vais bien, mamie, » répondit Maya doucement, ses yeux revenant vers Noah qui se blottissait dans les bras de son père, mais continuait de la regarder. Clara se tourna vers Daniel, sa posture protectrice. « Elle n'a rien fait de mal, » dit-elle fermement. « Elle a vu un enfant dans le besoin et a fait ce que la plupart des adultes n'auraient pas fait. » Daniel, toujours à genoux, hocha la tête. « Je sais, » dit-il, « et je ne suis pas là pour la réprimander. Je suis là pour la remercier. » Sa voix se brisa à nouveau. « Votre petite fille a sauvé mon garçon. » Clara l'observe un moment prudente, évaluant. Puis elle hocha lentement la tête, ses traits s'adoucissant. Il avait besoin de gentillesse. C'est tout, et Maya en a plus qu'elle n'en mérite. Un officier s'avança. « Monsieur Voss, nous devons rédiger le rapport officiel. Nous contactons aussi les services sociaux. C'est la procédure pour les enfants disparus. » Daniel l'interrompit doucement. « Compris. Faites ce que vous devez faire. » Puis il se tourna vers Clara et Maya. « Voudriez-vous venir avec nous? Juste pour un moment, je veux que mon fils se sente bien, et pour l'instant, il semble que ce ne soit le cas qu'avec elle, à proximité. » Clara cligna des yeux surprise. « Venir où? Chez moi ou là où vous vous sentirez en sécurité? Nous pouvons organiser une voiture où je peux rester ici aussi longtemps que nécessaire. Mais s'il vous plaît, » sa voix s'adoucit, « ne le lui enlevez pas. Pas encore. » Maya leva les yeux vers sa grand-mère, pas effrayée, mais pensive. « Il est encore triste, » dit-elle simplement. « Il ne parle pas beaucoup, mais je pense que son cœur est encore brisé. » Clara soupira. « Seigneur, » murmura-t-elle. « D'accord, juste pour un petit moment. » Quelques minutes plus tard, il montait dans un SUV noir aux vitres teintées. Les officiers avaient dégagé le passage. Le chauffeur ouvrit les portières comme s'ils étaient des VIP. Daniel portait Noah dans ses bras, le garçon blotti contre sa poitrine. Maya était assise à côté de Clara sur la banquette arrière. Pendant un moment, personne ne parla. Puis, Daniel se retourna, sa voix plus douce qu'auparavant. « Maya, pourrais-tu venir devant une seconde? Noah te cherche. » Maya regarda Clara qui hocha légèrement la tête. Le chauffeur l'aida à s'installer sur le siège avant. Noah, sur les genoux de Daniel, tendit la main. Maya la prit doucement. Daniel observa la scène avec émerveillement. « Il ne fait jamais ça, dit-il. Même ses thérapeutes n'ont pas le droit de le toucher. » Maya haussa les épaules. Peut-être qu'il avait juste besoin de quelqu'un de petit pour parler à son petit, lui. Daniel sourit faiblement. Peut-être. Ils roulèrent en silence à travers la ville. Alors qu'ils passaient des trottoirs gris et délabrés de Belltown aux rues scintillantes de Médina, les yeux de Maya s'écarquillèrent. Elle n'avait jamais vu des bâtiments aussi brillants ni des arbres décorés de lumière en septembre. « C'est un hôtel ?» demanda-t-elle alors qu'ils s'engageaient dans l'allée d'un grand domaine. Daniel rit doucement.
non juste ma maison. Ils entrèrent dans un monde étranger à Maya. Des sols en marbre, des plafonds hauts, des lustres scintillants. Une femme en uniforme amidonné les accueillit à la porte, ses yeux s'élargissant à la vue du garçon dans les bras de Daniel. « Préparez la chambre d'amis », dit Daniel calmement, « et appelez le Dr. Carter. »« Oui, Monsieur Voss. » Alors que le personnel s'éparpillait, Clara tenait fermement la main de Maya. « Tu es sûr ?» murmura-t-elle. Maya hocha la tête. « Elle a l'air de vouloir pleurer. » Noah s'accrocha à nouveau à elle alors qu'il parcourait les couloirs. Daniel remarqua que la respiration de Noah s'arrêtait chaque fois que Maya s'éloignait et qu'il souriait lorsqu'elle revenait. Pas fort, mais assez. Cette nuit-là, Maya et Clara dormirent dans une chambre d'amis qui semblait sortie d'un livre de contes. Un lit doux, comme un nuage des pyjamas pliés, au bord du lit, un plateau de nourriture chaude près de la fenêtre. Maya grimpa sur le lit et sauta une fois, puis regarda Clara. « C'est réel. » Clara s'assit prudemment au bord du lit, ses yeux scrutant la pièce avec méfiance. On dirait le rêve de quelqu'un d'autre. Maya mangea lentement son dîner, puis se glissa dans le couloir son ours en peluche, M. Schnoffel, dans les bras. Elle trouva Daniel dans le bureau Noah, toujours dans ses bras, tous deux, silencieux, dans la lumière tamisée du feu de cheminée. « Il va bien ?» demanda-t-elle doucement. Daniel leva les yeux, ses yeux fatigués mais doux. « Je pense que oui, quand tu es là. » Maya s'approcha. Noah ouvrit les yeux et sourit, son troisième sourire de la journée. Elle posa l'ours dans ses bras. « C'est Monsieur Schnoffel, » murmura-t-elle. « Il m'aide quand j'ai envie de pleurer. » La gorge de Daniel se serra. « Je ne sais pas qui tu es, Maya, » dit-il, sa voix tremblante, « mais je pense que tu nous sauves. » Maya ne répondit pas. Elle s'assit sur le tapis à côté du canapé et fredonna doucement sa mélodie. Pour la première fois depuis des mois, la maison ne semblait plus vide. Le soleil perça les nuages épais au-dessus de Médina, baignant les pelouses impeccables et les façades vitrées d'une lumière dorée et chaude. Maya se tenait devant la grande fenêtre de la chambre d'amis, ses petites mains pressées contre la vitre, observant les gouttes de pluie d'hier glisser des feuilles d'un érable. Derrière elle, Clara rangeait leurs quelques affaires dans un sac de toile usé. « On ne peut pas rester ici pour toujours, ma chérie, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Ce n'est pas chez nous. » Maya se retourna ses tresses, dansant sous son pull jaune. « Mais Noah a besoin de moi, mamie. Il a toujours cet air comme si quelque chose lui manquait. » Clara soupira, ses mains s'arrêtant un instant. Elle voyait la détermination dans les yeux de Maya, la même qu'elle avait vue chez sa fille, la mère de Maya, avant qu'elle ne disparaisse il y a des années. « Parfois, ma petite, » dit Clara, « il faut aider les autres sans se perdre soi-même. » Un léger coup à la porte les interrompit. Daniel Voss se tenait dans l'embrasure, son apparence habituellement impeccable, légèrement débraillée, comme s'il avait à peine dormi. Noah s'accrochait à sa main, serrant M. Schnoffel contre sa poitrine. « Bonjour, » dit Daniel, sa voix prudente, presque hésitante. « J'espère que vous avez bien dormi. » Clara hocha la tête, poliment, ses yeux vigilants. « Assez bien, merci. Nous partirons bientôt. » Daniel leva une main comme pour arrêter le temps. « S'il vous plaît, attendez. J'ai une idée et j'aimerais que vous l'écoutiez. Surtout toi, Maya. » Ils s'assirent dans une salle à manger plus grande que tout l'appartement de Clara à Belltown. La table était dressée avec des paniers de pâtisseries fraîches, des bols de fruits et des carafes fumantes de thé et de café. Noah était assis à côté de Maya, ses petits doigts picorant un croissant tout en la regardant à plusieurs reprises, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. Daniel s'éclaircit la gorge, ses mains posées sur la table. « Hier, commença-t-il,
Mon fils a parlé pour la première fois depuis 11 mois. 11 mois sans un mot, même pas à moi. Et c'était grâce à toi, Maya. Il la regarda directement, ses yeux sérieux mais chaleureux. Je veux faire quelque chose pour te remercier. Pas seulement pour Noah, mais pour tous les enfants comme lui et comme toi. Maya cligna des yeux, incertaine de ce qu'il voulait dire. Clara se pencha en avant, les sourcils froncés. « Qu'est-ce que vous proposez exactement, Monsieur Voss ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais tranchante comme une lame. Daniel prit une profonde inspiration. « Je veux créer une fondation, la Fondation Lumière de Maya. Un endroit pour les enfants qui se sentent perdus, qui ont faim, peur, ou personne pour les écouter. Un centre communautaire ici à Seattle avec des programmes pour l'éducation, la nourriture, la thérapie, tout ce dont ils ont besoin. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Et j'aimerais que vous deux, Maya et Clara, m'aidiez à le façonner. » Clara croisa les bras, ses lèvres formant une ligne fine. « Ça fait beaucoup, Monsieur Voss, mais pourquoi nous ne sommes pas des philanthropes? Nous vivons de ma pension et de la bourse scolaire de Maya. » Daniel hocha la tête comme s'il s'attendait à cette objection. Parce que Maya a quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Elle a vu Noah vraiment vu. Et je crois qu'elle pourrait aider d'autres enfants à être vus. Noah, qui écoutait en silence, attrapa la main de Maya sous la table. Elle la serra doucement, en retour ses petits doigts chauds et rassurants. Maya leva les yeux, son regard clair. « Est-ce qu'on peut avoir une pièce où les enfants n'ont pas peur ?» demanda-t-elle. Une pièce colorée comme un arc-en-ciel où ils peuvent juste être eux-mêmes. Daniel sourit un vrai sourire qui atteignit ses yeux fatigués. Une pièce arc-en-ciel. Ça semble parfait. Clara se détendit un peu, mais son scepticisme persistait. C'est une grande idée, mais les grandes idées demandent plus que de l'argent. Elles ont besoin de gens pour les porter. Daniel hocha la tête. C'est pourquoi j'ai besoin de vous. Et j'ai déjà quelqu'un qui pourrait aider. Monsieur Elias, un enseignant à la retraite, qui dirigeait une petite école à West Seattle avant qu'elle ne ferme. Les jours suivants furent un tourbillon de discussions et de plans. Daniel avait choisi un bâtiment vacant à Capitol Hill, un ancien centre communautaire au plancher grinçant, aux fenêtres poussiéreuses et à un jardin envahi de mauvaises herbes plutôt que de fleurs. Maya l'adora immédiatement. « On dirait une maison qui attend d'être heureuse, » dit-elle en courant avec Noah à travers les couloirs vides. Noah, toujours majoritairement silencieux, hocha la tête et pointa une coin. « Là, » murmura-t-il, pour la pièce arc-en-ciel. Maya rayonna. Exactement. Monsieur Elias, un homme âgé aux cheveux blancs broussailleux et au rire comme une brise d'été chaude, les retrouva sur place. « C'est un bon endroit, » dit-il, les mains dans les poches de sa veste en velours usé. « Mon ancienne école était plus petite, mais les enfants l'adoraient. On pourrait faire quelque chose de similaire ici. » Il s'agenouilla devant Maya et Noah. « Qu'en pensez-vous? De quoi les enfants ont-ils besoin pour se sentir en sécurité? » Maya réfléchit, son front se plissant. « Un endroit où ils peuvent parler s'ils veulent, mais aussi se taire s'ils veulent. Et peut-être des animaux. Les animaux écoutant toujours. » Elias rit de bon cœur. « Des animaux, hein? Peut-être quelques lapins dans le jardin. » Les yeux de Noah s'illuminèrent et il hocha la tête avec enthousiasme, ses doigts jouant avec les oreilles de M. Schnoffel. Mais tout le monde n'était pas enthousiaste. Lors d'une réunion avec les résidents de Capitol Hill, une vague d'opposition surgit. Une femme, Madame Lena, une avocate aux yeux perçants et à la langue encore plus acérée, se leva. « Monsieur Voss, avec tout le respect,
Ce centre va aggraver la circulation, augmenter le bruit et peut-être même attirer la criminalité. Avez-vous seulement les autorisations? Daniel resta calme, mais ses doigts se crispèrent sur le dossier de sa chaise. Nous travaillons sur les autorisations, et ce centre aidera la communauté, pas lui nuire. Léna renifla. C'est ce qu'ils disent tous, jusqu'à ce que les problèmes surviennent. D'autres résidents hochèrent de la tête en accord, leur voix bourdonnant comme un essaim d'abeilles. Maya, assise à l'arrière avec Noah et Clara, sentit son estomac se nouer. Elle n'aimait pas quand les adultes haussaient le ton. Cela lui rappelait les nuits où sa mère et ses amis se disputaient avant qu'elle ne parte. Elle se leva, ses petites mains serrées en poing. « Ce n'est pas juste pour nous, » dit-elle, sa voix claire, bien qu'elle tremblait. « C'est pour les enfants qui n'ont personne, comme Noah quand je l'ai trouvé. » La salle se tut. Madame Léna cligna des yeux comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'une enfant parle. « Et qu'est-ce que tu en sais, petite? » demanda-t-elle, sa voix plus douce, mais encore sceptique. Maya déglutit. « Je sais ce que c'est quand personne n'écoute. Mais j'ai ma grand-mère. Certains enfants n'ont personne. » Clara posa une main sur l'épaule de Maya, ses yeux brillants de fierté. Daniel profita du silence. « Maya a raison. Ce centre est pour les enfants qu'on oublie. Nous ne voulons déranger personne, mais aider. » Quelques résidents hochèrent la tête, d'autres murmurèrent entre eux, mais l'ambiance avait changé. Monsieur Elias se leva, sa voix calme mais puissante. « J'ai enseigné à des enfants pendant 30 ans. La plupart des problèmes ne viennent pas d'eux, mais du fait qu'on ne les écoute pas. Donnez une chance à ce projet. » La réunion se termina sans accord, mais une graine d'espoir avait été plantée. De retour à la villa, Noah était plus agité que d'habitude. Il était assis sur le tapis du salon serrant M. Schnoffel et dessinait avec des crayons de couleur sur une feuille. Maya s'assit à côté de lui. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-elle. Noah lui montra un dessin, une maison aux murs colorés entourée de fleurs avec un arc-en-ciel au-dessus. « C'est ta pièce, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Maya sourit. « Alors il faut la construire. » Daniel, debout dans l'embrasure, observa les deux enfants. « Vous êtes spéciaux tous les deux, » dit-il doucement. « Mais ça ne sera pas facile. Il y a des gens comme Madame Léna qui veulent nous arrêter. » Maya se tourna vers lui. « Pourquoi ils ne nous aiment pas? » Daniel s'agenouilla. « Parfois, les gens ont peur du changement. Mais tu sais ce qui est plus fort que la peur. » Maya secoua la tête. « La gentillesse, » dit-il, « et tu en as à revendre. » Les semaines suivantes furent mouvementées. Daniel et son équipe se battirent pour les autorisations, tandis que Clara et Elias organisaient les bénévoles. Maya eut une idée, une journée des histoires, où enfants et adultes du quartier pourraient venir partager des récits et découvrir le centre. « S'ils nous connaissent, » dit-elle à Elias, « ils auront peut-être moins peur. » Elias hocha la tête avec approbation. « Tu es une fille intelligente, Maya. » La journée des histoires eut lieu dans un parc à proximité avec des tentes colorées, du cidre chaud et une petite scène. Maya raconta l'histoire d'un moineau qu'elle avait sauvé, comment elle lui avait fait un petit bandage avec un vieux chiffon jusqu'à ce qu'il puisse revoler. Les auditeurs rirent et applaudirent. Noah, encouragé par Maya, montra son dessin de la pièce arc-en-ciel et murmura quelques mots sur les fleurs qu'il voulait planter. Pour la première fois, des étrangers applaudirent pour lui. Mais la joie fut de courte durée. Une semaine plus tard, une lettre de la ville arriva. Les autorisations pour le centre étaient en danger car Madame Léna et d'autres résidents avaient
déposer une pétition affirmant que le projet violait les plans d'urbanisme. Daniel était furieux, mais il se contint. « On continue de se battre », dit-il à Clara et Elias. « On le doit aux enfants. » Maya, assise dans un coin avec Noah, entendit tout. Elle se sentait petite, comme incapable de faire quoi que ce soit. Mais elle se rappela quelque chose que Clara avait dit: « Quand le monde est bruyant, écoute avec ton cœur. » Elle se leva. « On devrait leur parler, » dit-elle. À Madame Léna et aux autres. « Peut-être qu'ils ne savent pas pourquoi on fait ça. » Daniel la regarda surpris. « Tu veux organiser une réunion avec ceux qui veulent nous arrêter? » Maya hocha la tête. « S'ils ne nous aiment pas, il faut leur montrer qui on est. » Clara rit doucement, ses yeux pétillants. « Écoute la petite Monsieur Voss, elle a plus de bon sens que nous tous. » Elias tapa sur la table. « Une réunion communautaire, ouverte, honnête. On invite tout le monde, même les opposants, qu'ils voient ce qu'on veut faire. » Daniel hésita, puis hocha la tête. « D'accord, mais Maya, es-tu sûre de vouloir parler? » Maya regarda Noah qui lui fit un signe de tête. « Oui, » dit-elle, pour la pièce arc-en-ciel. La réunion fut fixée au samedi suivant dans un gymnase de Capitol Hill. Les bénévoles distribuèrent des flyers et Elias amena ses anciens élèves qui racontèrent des histoires sur leur temps dans son école. Maya répéta ces mots avec Noah qui l'aida à dessiner une image de leur centre de rêve, une maison aux murs colorés, un jardin plein de lapins, une cloche qui sonnait quand quelqu'un était heureux. Mais à mesure que le jour approchait, l'appréhension de Maya grandissait. « Et s'ils ne nous aiment pas? » demanda-t-elle à Clara, sa voix basse. Sa grand-mère la serra dans ses bras. « Alors montre-leur qui tu es, ma chérie, ça suffira. » Noah, assis à côté d'eux, tendit M. Schnoffel. « Il croit en toi? » murmura-t-il. Maya rit pour la première fois depuis des jours et serra doucement l'ours. La veille de la réunion, Maya et Clara étaient assises sur la véranda de la villa Les Lumières de Seattle, scintillant au loin. « Mamie, » dit Maya doucement, « tu crois qu'on va y arriver? » Clara lui caressa les tresses, ses mains chaudes et rassurantes. « Je crois que tu as commencé quelque chose de plus grand que toi. Et ça me rend fière. » Maya se blottit contre elle, les yeux fixés sur les étoiles. Quelque part dans son petit cœur, elle savait que ce n'était que le début. Mais les défis à venir étaient ni plus grands qu'elle ne l'imaginait. Madame Léna et ses soutiens n'avaient ni pas l'intention de céder facilement, et la municipalité semblait encline à prendre leurs préoccupations au sérieux. Pourtant, Maya sentait une petite flamme d'espoir brûler en elle, une flamme nourrie par le sourire de Noah, la force de Clara et le rire d'Elias. Elle ferma les yeux et fredonna doucement la mélodie qu'elle avait apprise à Noah, tandis que la nuit enveloppait Seattle. La pluie tombait en fils douce et constant sur Seattle, alors que Maya courait à travers les pièces encore inachevées du centre communautaire de Capitol Hill. Les murs étaient bruts, l'odeur de peinture fraîche et de sueur flottait lourdement dans l'air, mais les grandes fenêtres laissaient entrer la lumière grise donnant vie à l'espace. Maya tenait la main de Noah alors qu'il parcourait les planchers grinçant ses baskets laissant de petites traces dans la poussière. « Ici, ce sera la pièce arc-en-ciel », dit-elle, pointant un coin où les murs étaient déjà peintes de couleurs vives, rouge, bleu, jaune, comme une promesse pour l'avenir. Noah hocha la tête, ses yeux gris scintillants, tandis qu'il serrait M. Schnoffel. « Et le jardin » murmura-t-il, sa voix à peine audible, mais pleine d'espoir. Maya sourit largement. Là-bas, près des grandes fenêtres, avec des lapins et des fleurs,
Clara se tenait à proximité, les mains sur les hanches, supervisant les bénévoles qui déballaient des caisses de livres, de matériel, d'artisanat et de couverture. Monsieur Elias était dehors dans le jardin, s'agenouillant dans la boue, malgré la pluie, montrant à un groupe d'adolescents comment planter des bulbes de tulipes et de jonquilles qui fleuriraient au printemps. Les tulipes apportent de la couleur, les jonquilles de l'espoir, lança-t-il son rire chaud comme une brise d'été. Mais malgré les progrès, une tension flottait dans l'air. La pétition de Mme Léna et de ses soutiens avait poussé la municipalité à organiser une dernière audience. Sans accord, le centre pourrait être fermé avant même d'ouvrir. La réunion communautaire dans le gymnase de Capitol Hill était un chaos de voix. Résidents, bénévoles, fonctionnaires municipaux et même quelques reporters curieux s'entassaient sur des chaises pliantes, leurs manteaux goûtant de pluie. Daniel se tenait à l'avant, sa posture calme, mais ses yeux fatigués, comme s'il portait seul le poids des dernières semaines. « Nous voulons construire ce centre pour les enfants de cette ville, » dit-il, sa voix ferme mais pas forte. « Ce n'est pas un projet commercial, pas un projet de prestige. C'est pour des enfants comme mon fils Noah, et comme Maya qui l'a vu quand personne d'autre ne l'a fait. » Il désigna Maya assise à l'arrière avec Noah et Clara, leurs petites mains entrelacées. La foule se retourna, certains curieux, d'autres sceptiques, leurs regards comme des aiguilles. Madame Léna, l'avocate, aux yeux perçants, se leva, une chemise à la main. « Monsieur Voss, personne ne conteste les bonnes intentions, » commença-t-elle, sa voix froide et précise. « Mais les problèmes de circulation, le bruit les coûte. Qui garantit que cela ne détruira pas notre quartier? Avez-vous seulement les bonnes autorisations? » Un murmure parcourut la foule, certains hochant la tête en accord, d'autres croisant les bras. Daniel prit une profonde inspiration. « Nous travaillons sur les autorisations. Ce centre aidera la communauté, pas lui nuire. Nous avons des études, des plans, des experts, tout pour s'assurer que ça fonctionne. » Mais ces mots semblaient rebondir sur les visages sceptiques. Maya sentit son cœur battre plus vite. Elle avait préparé des mots répétés avec Noah et Clara, mais maintenant, sous tous ces regards, elle se sentait petite, comme si elle pouvait disparaître dans une mer d'adultes. Noah serra sa main, ses doigts chauds et rassurants. « Tu peux le faire », murmura-t-il, sa voix à peine audible, mais pleine de confiance. Clara posa une main sur son épaule, ses yeux doux mais déterminés. « Montre-leur qui tu es, ma chérie. » Maya prit une profonde inspiration, se leva et marcha lentement vers l'avant. Ses tresses dansaient, ses baskets grinçaient sur le linoléum mouillé. Elle tendit une feuille de papier froissé sur laquelle elle et Noah avaient dessiné une image du centre, des murs colorés, un jardin plein de fleurs, une cloche qui annonçait la joie. « Je m'appelle Maya », commença-t-elle, sa voix tremblante au début, mais devenant plus claire alors qu'elle regardait la foule. « J'ai 6 ans. J'ai trouvé Noah devant la boulangerie parce qu'il avait faim et peur. Je ne savais pas qui il était, mais je ne voulais pas qu'il se sente seul. » Elle marqua une pause, regardant Noah qui lui sourit, ses yeux gris brillants de fierté. Ce centre est pour les enfants qui se sentent comme lui à ce moment-là. Il y aura une pièce arc-en-ciel où ils seront en sécurité et un jardin où ils pourront planter des fleurs. Ce n'est pas un endroit bruyant. C'est un endroit où les enfants peuvent écouter et être entendus. La salle était silencieuse, seul le doux crépitement de la pluie dehors se faisait entendre. Madame Léna fronça les sourcils, mais ses yeux étaient mis plus doux, curieux, comme si elle voyait peut-être Maya pour la première fois.
Un homme âgé dans la foule leva la main. « Et qui va payer pour tout ça, petite fille? » demanda-t-il, sa voix plus rude qu'il ne l'avait voulu. Maya regarda Daniel, puis la foule. « Monsieur Vos aide, mais nous pouvons tous aider. Ma grand-mère dit que si chacun donne un petit morceau, ça fait un grand tout. » Clara sourit fièrement tandis qu'Elias applaudissait à l'arrière, son rire résonnant dans la salle. Madame Léna s'assit ses lèvres pincées, mais elle resta silencieuse. Un fonctionnaire municipal s'éclaircit la gorge. Tout cela est très touchant, mais les plans d'urbanisme sont clairs, sans un accord clair. Mais avant qu'il ne puisse continuer, une femme se leva. Madame Torres, une infirmière du quartier. « J'ai 3 enfants, » dit-elle, sa voix ferme. « L'un d'eux est timide, parle à peine. S'il y avait un endroit comme celui-ci, je l'y emmènerais. Je soutiens ce projet. » D'autres acquiescèrent à un murmure d'approbation grandissant en applaudissements. Après la réunion, Madame Léna s'approcha de Maya, sa posture rigide, mais sa voix douce. « Tu es courageuse, Maya, » dit-elle. « J'ai défendu des enfants comme toi devant les tribunaux des enfants que personne n'écoutait. Je pensais protéger mon quartier, mais peut-être que je n'ai pas assez écouté. » Maya la regarda surprise, ses yeux grands ouverts. « Voulez-vous nous aider? » demanda-t-elle. Léna hésita, puis hocha la tête. « Je vais retirer la pétition, mais je garderai un œil sur vous. » Elle fit un clin d'œil presque imperceptible et s'éloigna, ses talons résonnant dans le gymnase vide. Les semaines suivantes furent un mélange de chaos et d'espoir. Avec le soutien de Madame Léna, les autorisations furent accordées et le centre prit forme. Les bénévoles peignirent les nids, les murs de couleurs vives, plantèrent le jardin avec des tulipes et des jonquilles, construisirent des étagères qui pour les livres et les jeux. Maya et Noah étaient infiniment partout aidant, là où ils pouvaient, leurs petites mains portant des pots de peinture ou passant des pinceaux. Noah commença à parler davantage, principalement en phrases courtes, mais sa voix devenait plus assurée comme s'il trouvait lentement sa place. Un jour, Maya le trouva dans le jardin peignant, une petite pancarte en bois avec un pinceau. « Qu'est-ce que c'est? » demanda-t-elle, ses tresses, dansant alors qu'elle s'agenouillait à côté de lui. Il lui montra « Centre lumière de Maya » en lettres maladroites, mais pleines d'amour. « Pour toi », dit-il, ses joues légèrement roses. Maya le serra dans ses bras et pour la première fois, Noah ne pleura pas de tristesse mais de joie, ses larmes scintillantes au soleil. Un après-midi, une fille timide nommée Lila arriva au centre les yeux baissés, serrant un carnet usé. Elle avait 7 ans, parlait peu et restait à l'écart. Maya s'assit à côté d'elle dans la pièce arc-en-ciel dont les murs brillaient maintenant de toutes les couleurs comme une peinture vivante. « Tu n'es pas obligé de parler, » dit Maya doucement. « Mais si tu veux, j'écoute. » Lila resta silencieuse, mais après un moment, elle poussa son carnet vers Maya. Il était rempli de dessins, des oiseaux des arbres, une maison avec un soleil riant. « Ils sont magnifiques, » dit Maya, sa voix sincère. Lila sourit, un sourire timide et minuscule, comme un rayon de soleil perçant les nuages. Jour après jour, elle revenait, et avec la patience de Maya, elle commença à murmurer des mots, puis des phrases. Noah, inspiré, apporta ses propres dessins, et bientôt, ils peignaient tous les 3 ensemble leurs images, remplissant les murs de la pièce de couleurs et d'histoire. Un jour, une invitation inattendue arriva. Maya fut conviée à parler lors d'une conférence pour enfants à Seattle, où les jeunes partageaient leurs rêves pour la ville. Clara était sceptique, son front plissé.
Elle n'a que 6 ans, dit-elle à Daniel, sa voix pleine d'inquiétude. C'est une grande scène pour une petite fille. Mais Daniel sourit, ses yeux doux. Elle en a parlé devant une foule en colère, Clara. Une scène ne l'arrêtera pas. Noah insista pour venir et Lila, qui gagnait lentement en confiance, voulait aussi être là. Ainsi, le jour de la conférence, il se tenait dans une grande salle remplie d'enfants, d'enseignants et de parents. Maya portait son pull jaune, ses tresses ornées de perles colorées. Noah se tenait à ses côtés, tenant M. Schnuffel, et Lila tenait l'autre main de Maya, ses yeux grands mais déterminés. Quand Maya s'avança vers le micro, la salle se tut seule, le léger bourdonnement de la climatisation se faisant entendre. « Je m'appelle Maya », commença-t-elle, sa voix petite mais claire comme une cloche. « J'ai trouvé un ami qui était triste, et je lui ai donné mon sandwich. Maintenant, nous construisons un endroit où tous les enfants peuvent être en sécurité. Il y aura une pièce arc-en-ciel, un jardin avec des lapins et une cloche qui sonne quand quelqu'un est heureux. Mais le plus important, c'est qu'on écoute. Ma grand-mère dit que quand on écoute vraiment quelqu'un, on lui donne un morceau de son cœur. Et si tout le monde donne un morceau, on peut rendre le monde meilleur. » Elle marqua une pause, regardant Noah et Lila, qui lui firent un signe de tête. « J'ai appris qu'on n'a pas besoin d'être grand pour changer quelque chose. Il suffit de commencer avec un petit pas. » La foule éclata en applaudissements, certains se levèrent, d'autres essuyèrent des larmes. Noah murmura « Tu étais génial !» Lila hocha la tête, son premier sourire de la journée large et authentique. Clara, au premier rang, applaudit le plus fort, ses yeux brillants de fierté. Daniel, à côté d'elle, posa une main sur son épaule. « Elle a raison », dit-il doucement. « Tout commence par un petit pas. » Le centre ouvrit officiellement 1 mois plus tard. La petite cloche que Maya avait souhaitée sonna clair, alors que les premiers enfants franchissaient les portes. Le jardin fleurissait, des lapins sautillaient dans un petit enclos, et la pièce arc-en-ciel était un kaléidoscope de couleurs, de rires et d'histoires. Madame Léna devint une bénévole régulière, aidant sur les questions juridiques et amenant même sa propre fille qui se lia d'amitié avec Lila. Noah continua à dessiner ses images remplissant les murs et il commença à enseigner à d'autres enfants comment exprimer leurs sentiments avec des couleurs. Maya était partout fredonnant sa mélodie, écoutant, riant, aidant des enfants, comme Lila a trouvé leur voix. La leçon que Maya avait partagée à la conférence résonnait. Chacun, peu importe sa taille, peut faire une différence s'il agit avec gentillesse, patience et le courage d'écouter. Le centre devint un phare à Seattle, un endroit où les enfants trouvaient non seulement un refuge, mais aussi une voie, un lieu pour grandir. Maya apprit que l'écoute est aussi puissante que la parole et qu'un sandwich, un sourire ou un arc-en-ciel peint peut changer le monde. Clara regardait sa petite fille grandir pas en taille, mais en cœur. « Tu as créé quelque chose de grand », dit-elle un soir, alors qu'elles étaient assises sur la véranda, les étoiles scintillant au-dessus d'elles comme de petites lumières d'espoir. Maya se blottit contre elle, sa voix douce. « Non, mamie, on l'a fait ensemble. » L'histoire de Maya et Noah se répandit pas seulement à Seattle, mais au-delà. Les journaux écrivirent sur la fillette qui avait sauvé le fils d'un milliardaire, pas avec de l'argent, mais avec un sandwich et un cœur ouvert. Des écoles invitèrent Maya à raconter son histoire et des enfants commencèrent à dessiner leurs propres pièces arc-en-ciel inspirées par sa vision. Mais pour Maya, le vrai succès était la cloche qui sonnait chaque jour quand un enfant riait et les visages de Noah, Lila et d'autres qui n'étaient plus seuls. La leçon était claire. La gentillesse est comme une graine, petite et discrète, mais si on la plante et la nourrit,
elle grandit en quelque chose qui change le monde. Et dans cette connaissance, Maya trouva sa propre place, pas seulement dans le centre, mais dans une communauté qu'elle avait contribué à façonner.